Nous sommes toujours à Ndar dans le cadre du programme Ñu Dem Ndar. Aujourd'hui, nous sommes avec le directeur de la promotion touristique. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Fall, du 17 au 19, nous sommes ici à Ndar. Que peut-on retenir en résumé sur ce que vous avez vu, sur les sites que nous avons eu à visiter? Tout d'abord, merci. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour ces 48 heures dédiées à la magnifique ville de Saint-Louis, magnifique ville d'histoire, ville historique, ville culturelle, ville touristique, ville de confluence. Saint-Louis qui est l'une des plus grandes attractions du monde dans la mesure où l'embouchure y est présente dans le Coran, qui est même un miracle du Coran. Saint-Louis pour son patrimoine architectural qui a valu à Saint-Louis sa renommée de temps. Saint-Louis aussi pour son patrimoine immatériel, les belles signares de Saint-Louis, l'histoire politique de Saint-Louis. Donc le prétexte est là. On était venu dans une tournée de promotion pour vraiment montrer quelle est la part que Saint-Louis doit occuper dans la relance de la destination du Sénégal. Au moment où l'on parle, vous n'êtes pas censé ignorer que les hôteliers, tous les acteurs de la chaîne de valeur sont en train de sauver leurs emplois. Donc il va falloir que de manière collaborative et de collective, qu'on essaie ensemble d'avoir une stratégie de relance. D'où cette initiative Ñu Dem Ndar qui était composée de trois sessions. La première session, c'était un panel très intellectuel où la crème intellectuelle du tourisme de Saint-Louis, les professionnels et surtout vraiment ceux qui gravitent autour de l'écosystème du tourisme au Saint-Louis ont vraiment gratifié le public d'un panel sur la femme et le tourisme pour une relance plus inclusive. Nous avons parlé aussi de digitalisation, le nouveau dada des jeunes, comment peut-être cette intelligence collective des jeunes pourrait aider à asseoir une nouvelle politique de promotion. Le lendemain, le samedi, on a fait le tour des circuits géographiques sur l'île Nord. Un autre circuit qui était un circuit beaucoup plus intéressant avec le Takussanou Ndar, où on a vraiment défilé avec le patrimoine culturel que Saint-Louis offre au monde. Le soir, on a fait un dîner sur le Bogalel Magdad, un cocktail dînatoire. Et aujourd'hui, dimanche, nous sommes au check-out et on va essayer de rentrer tranquillement sur Dakar par des visites sur certains sites, comme le musée de la photographie créé par M. Amadou Diaw. Nous allons un peu rester sur le premier jour. Par exemple, un panel a été organisé. Des femmes y étaient, mais le constat, en tout cas, que moi j'ai fait, c'est que dans le milieu touristique, par exemple, l'hôtellerie, il y a beaucoup de femmes, mais qui n'arrivent pas à occuper des postes de responsabilité. Alors vous, en tant que directeur, que comptez-vous faire, par exemple, pour aider ces femmes à avoir beaucoup plus confiance en eux et à occuper des postes de responsabilité? Mais écoutez, je crois que Saint-Louis est une expérience. On parle de 50 ou 60% de femmes qui dirigent des hôtels à Saint-Louis. On parle peut-être des femmes qui ont eu des postes de responsabilité à Saint-Louis dans le domaine hôtelier. Vous n'êtes pas censé ignorer, comme le dit l'OMT, le tourisme est l'un des secteurs qui emploie beaucoup plus de femmes. D'où la lancinante question, comment faire pour que les femmes vraiment occupent les postes de responsabilité. Je suis directeur de la promotion touristique. Mon rôle commence et s'arrête dans la mise en place de stratégies pour promouvoir la destination Sénégal avec les préférences sectorielles. Je n'ai pas peut-être cette latitude de peut-être créer le dispositif pour que les femmes occupent de très bons postes. Mais la bonne nouvelle, c'est que les femmes sénégalaises n'ont jamais entendu cela. Les femmes sénégalaises ont été toujours entreprenantes. Ils ont toujours fait en sorte que les postes les hauts postes les reviennent par mérite. Donc, je pense qu'en ce moment, l'État du Sénégal en général, avec la politique du président Macky Sall, est en train de mettre en place les conditions pour que les femmes vraiment
s'intéressent davantage au tourisme en les octroyant des bourses et vraiment en les accompagnant dans la formation. La formation et encore la formation. C'est toujours le mot qui revient. Oui, il faut vraiment bien se former. C'est-à-dire que quand vous êtes bien formé, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Les choses vont venir naturellement et que les femmes de Saint-Louis, par exemple, j'ai vraiment visité certaines zones rurales. J'ai vu que les femmes dans le tourisme rural et dans l'écotourisme qui est en train de naître, les femmes sont les parties prenantes. C'est eux qui créent les produits touristiques. C'est eux qui créent peut-être c'est eux qui créent peut-être les produits qui sont plus intéressés par les nouveaux touristes. Parce que les nouveaux touristes sont plus intéressés par un hôtel 4 étoiles. Ils sont plus intéressés par l'offre locale. C'est que vraiment les femmes offrent en matière de collier, en matière de tissage. Et vraiment, ce sont les championnes d'entreprise. Et je crois que ce sont ces personnes qu'il va falloir vraiment donner toute cette attention particulière, essayer de les accompagner pour qu'ils s'insèrent directement dans la chaîne de valeur touristique. La promotion des sites touristiques ici au Sénégal, la direction de la promotion touristique au niveau du ministère du Tourisme a organisé un programme Ñu Dem Ndar. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la visite que nous avons faite aujourd'hui? Ça avait un grand plaisir que nous avons participé à ce programme Ñu Dem Ndar, un concept initié par la direction de la promotion touristique sur instruction de Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mambay Niang. Donc, et aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, donc hier on a eu un échange très intéressant avec les acteurs sur des thématiques extrêmement importantes telles que tourisme et digital, n'est-ce pas, telles que femmes et tourisme. Et aujourd'hui, nous voici à la dernière étape de la randonnée, n'est-ce pas, qui a été organisée ce matin. Et comme vous avez eu à le constater avec nous tous, nous avons vu quand même qu'il y a beaucoup de produits touristiques, n'est-ce pas, qu'il y a à voir à Saint-Louis. Et le constat aussi, c'est que si on prend les bâtisses coloniaux, donc il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'il y a certains qui se dégradent. Je ne parlerai pas de ruines, mais il y en a certains qui quand même ont besoin d'être rénovés. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir aussi que nous avons en tout cas découvert qu'en termes d'aménagement, l'île de Saint-Louis a beaucoup évolué, surtout par rapport aux infrastructures routières. Et je pense que là, quand même, ça renforce l'attractivité touristique de l'île. Et je pense aujourd'hui, nous allons nous joindre au ministère de la Culture pour renforcer leur plaidoyer consistant à mettre en place un programme spécial pour la rénovation des sites culturels, n'est-ce pas, et historiques de l'île de Saint-Louis pour mieux préserver ce joyau qui n'est pas seulement une propriété du Sénégal, parce que ça a été classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. D'accord. Alors, monsieur John, quel est le site qui vous a le plus marqué? Bon, naturellement, c'est surtout la gouvernance. Parce que bon, avec le fort qui a été construit là-bas, donc c'est pratiquement tout a commencé par la gouvernance. Donc, et aujourd'hui aussi, comme vous le savez, le Sénégal est un pays fortement religieux. Donc l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba s'est déroulée un peu au niveau de cette gouvernance. Donc on a pu visiter la chambre dans laquelle il a été accueilli avant d'être en tout cas entendu au niveau de la gouvernance. Et aussi le bureau, le fameux bureau de Ndar se trouve également là-bas. Donc naturellement, c'est un peu la gouvernance qui m'a le plus marqué. Juste un message pour les touristes? Oui, pour les touristes, leur dire quand même qu'il y a énormément de choses intéressantes à voir ici à Saint-Louis, particulièrement à l'île de Saint-Louis. Donc je les invite à venir massivement, n'est-ce pas, visiter pour mieux connaître l'histoire coloniale, mais également mieux connaître l'histoire du Sénégal. Parce que si on prend les produits immatériels, notamment le Djibouti qui a été classé sur la liste, n'est-ce pas, de l'UNESCO, je pense qu'aujourd'hui quand même, pour connaître l'histoire de ce Djibouti, il faut venir ici à Ndar. Il y a énormément de choses à découvrir pour le goûter et pour connaître l'histoire. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, nous avons eu à visiter quelques sites. Est-ce que vous pouvez un peu résumer ce qu'on a vu aujourd'hui ainsi que les histoires? Donc, vous savez que Saint-Louis, c'est une ville qui a beaucoup d'histoire.
Parce que Saint-Louis, chaque bâtiment, chaque maison, c'est un pan de l'histoire. Mais qui malheureusement n'était pas du tout connu par beaucoup de populations. Même certains Saint-Louisiens même ne connaissent pas très souvent leur histoire, leur patrimoine. Ainsi donc, nous, on a eu quand même la chance d'être formés à l'interprétation du patrimoine, de ce patrimoine, sur le plan historique, sur le plan architectural. Et donc, c'était aujourd'hui donc pour nous une occasion de faire découvrir ce patrimoine à notre tutelle comme le ministère du Tourisme. Parce que peut-être c'est des techniciens, des administrateurs, mais en fait, un peu comme tous les Sénégalais, ils n'ont jamais fait cette visite. Et donc, c'était une occasion pour leur faire découvrir ce patrimoine. D'accord. Les secteurs qu'on a eu à visiter? Donc, comme je vais présenter tout à l'heure, Saint-Louis, c'est une île très petite, très modeste, mais chargée d'histoire. Une île qui fait seulement 2,5 km sur une largeur de 364 mètres. Et donc, en premier lieu, on a fait la visite de l'île de Saint-Louis, la pointe sud, donc qui était la partie résidentielle où on n'avait que les hôpitaux, les écoles, les résidences. Parce que pratiquement dans cette partie, vous ne voyez pas d'administration ni de commerce. Mais c'était ces bâtiments que je viens de citer. On a fait aussi la gouvernance, donc en visitant aussi le fort, le premier bâti sur Saint-Louis, où vraiment l'histoire de Saint-Louis a commencé. Donc en 1659, et ce bâtiment administratif aussi qui a joué un rôle très important dans l'administration en Afrique occidentale française. Et après, on est parti un peu du côté nord, et qui est divisé d'ailleurs en 3 parties. La première partie, c'était la partie d'ailleurs commerçante et administrative. Et vous voyez, jusqu'à présent, c'était la partie la plus active. Parce qu'avec le commerce et l'administration, c'était un quartier quand même assez vivant. Donc, où vous avez les tribunaux, vous avez aussi les résidences comme Hôtel de la Poste aussi, qui fait partie de l'histoire de Saint-Louis, même si on n'a pas visité, parce que toute l'histoire de l'aéropostale, c'est un peu dans ce bâtiment qui était une ancienne maison de commerce, mais qui est devenu actuellement hôtel, un bâtiment qui date des années 1850 et qui nous a permis aussi de voir cette ancienne esclaverie. Parce que quand on parle de l'histoire de l'esclavage, on pense toujours à Gorée. Mais Saint-Louis aussi, c'était un point de chute. Parce que là aussi, c'était l'esclavage, un bâtiment qui date des années 1820, où quand même il y a eu des traces. Parce que Saint-Louis, c'était plutôt l'esclavage domestique qui était là. Vous avez vu aussi les anciennes maisons coloniales, parce qu'à Saint-Louis, vous pouvez distinguer 3 types de balcons, 3 types de maisons. C'était les maisons traditionnelles avec les balcons en béton. On a vu aussi les maisons des signards avec les balcons en bois et en fer. Les maisons bourgeoises qui étaient faites avec le fer forgé. Donc, on a vu un peu l'architecture de Saint-Louis et aussi les tracés de rue. Parce qu'on a eu à Saint-Louis le plan en damier. L'urbanisation était bien présente parce que vous voyez les tracés de rue et tout. Donc, c'est une rue qui a eu à bénéficier d'une très bonne urbanisation. Et arrivons aussi au niveau de cette mosquée un peu spéciale parce que c'est une seule mosquée au monde, on peut dire que vous avez un crochet. Et donc, c'est quand même une des curiosités que on a vu ce matin aussi avec une mosquée avec une cloche que vous avez trouvée et qui était l'œuvre du grand marabout El Hadji Omar. Et d'ailleurs, si vous remontez au nord, c'est pas les premières miracles qu'il a eu parce que vous avez le puits aussi où il avait jeté sa canne pour montrer la direction en disant aussi que ce point, on pouvait trouver de l'eau douce dans une zone marécageuse et donc c'est le puits que vous avez vu. Et El Hadji Omar aussi, si vous remontez un peu au nord, il a fait beaucoup de mosquées, les mosquées qu'on appelait les mosquées omariennes que je disais que ça mérite d'être restauré parce que c'était très important pour le tourisme religieux. Et donc après c'était la défense, les casernes militaires dans la dernière partie, parce que dans cette partie, les bâtiments civils c'est des rajouts en fait, mais il n'y avait que des bâtiments militaires. C'est là où vous avez l'ancien camp des tirailleurs sénégalais, la résidence secondaire du gouverneur fédéral, tout ça c'est dans cette partie nord que vous avez, pour terminer enfin à la pointe nord où de là vous voyez une île très ancienne où
les cimetières de Saint-Louis, parce que comme je disais tantôt, sur le plan directeur, pour l'urbanisation de la ville de Saint-Louis, on n'avait pas prévu des cimetières. Et c'était sur cette île qu'on enterrait les populations. Par la suite, il y avait une briqueterie, parce que pour la construction des bâtiments, pour continuer les travaux, donc on avait besoin de ces briques, parce que toutes les briques que vous avez, les maisons qui sont au centre, c'est des bâtiments qui ont été construits avec des briques rouges qui nous venaient très souvent de Toulouse et tout ça venait de Marseille et de Sifour. Mais après, on avait voulu faire des briques au niveau de sur cette île. Et de là aussi, ça nous a permis de voir un peu les frontières naturelles en Afrique, parce que à partir des arbres que vous avez tout juste sur la langue d'Albari, 7 km, vous êtes déjà en Mauritanie. Donc, avec les indépendances en 60, pratiquement, c'est là on a eu à séparer les deux pays, mais pratiquement, c'était les mêmes populations. Et donc, en face, c'est la langue de l'Albari. Derrière, c'est l'océan Atlantique, le fleuve Sénégal que vous avez en face de vous, et de l'autre côté, sur le continent. Donc, c'était un peu pour parler, retracer un peu l'histoire coloniale de cette ville culturelle, cette ville métissée, cette ville où l'architecture est bien présente. Donc c'était aujourd'hui une occasion pour faire découvrir à nos hôtes ceux qui sont venus vraiment pour Saint-Louis. Donc je pense qu'ils ont eu l'occasion de visiter cette ville tricentenaire qui est la ville de Saint-Louis, qui est Ndar, construit, où le fort a été construit en 1659, d'où est partie vraiment l'histoire de Saint-Louis. Après le directeur de la promotion touristique, nous sommes actuellement avec la conseillère technique du ministre du Tourisme. Bonjour madame. Bonjour Thoro. Alors, madame la conseillère, pourquoi avoir choisi ce programme Nudemda? Dans le cadre de la promotion touristique, et dans le soutien des initiatives visant l'amélioration de la destination du Sénégal, sous l'égide du directeur de la promotion touristique, une initiative est venue à son heure, Nudemdar. Nudemdar est un concept. Dès l'entendement, on sent la forme et l'intégralité de l'importance de l'initiative. Aujourd'hui, le Sénégal a mis en place de manière générale la destination du Sénégal. Et sous l'égide encore, je le dis, du directeur de la promotion touristique, il est extrêmement important. Un secteur comme Saint-Louis, qui regorge énormément d'opportunités, énormément de places historiques, énormément de possibilités en matière de tourisme, que cette initiative soit mise et destinée pour cette communauté et pour cette commune en quelque sorte qui est le département de Saint-Louis. Alors, à part par exemple Saint-Louis, vous avez vu lors du panel qu'il y a des solutions et il y a des problèmes qui ont été mis en avant par les acteurs, par les professionnels même, et même par certains étudiants qui sont dans le secteur. Avez-vous par exemple des stratégies ou bien des idées qui vont aider ces jeunes-là et ces professionnels-là à mieux s'adapter au tourisme? Par rapport aux missions du département du tourisme et des loisirs, il y a des stratégies qui existent et qui existent déjà, qu'on est en train de faire la mise en œuvre. Donc je pense par rapport à comment dirais-je, les requêtes et les recommandations reçues, nous pourrons au fur et à mesure faire la mise en œuvre et que les populations et les étudiants en tourisme s'y voient leur compte. C'est l'objectif. Comme vous savez, dans toute stratégie, la mise en œuvre a un processus à respecter. Donc nous sommes en cours de ce processus et je pense que le moment venu, la population sénégalaise de manière générale et dans son intégralité verra la mise en œuvre et ils apprécieront vraiment ces dispositions mises à leur portée. 17 et 19, Madame la conseillère, vous avez eu à visiter Ndar. Qu'est-ce qui vous a le plus retenu? Et dans votre cahier de charge, qu'est-ce que vous allez proposer une fois à Dakar au niveau du ministère? Il y a tout d'abord le terrain d'Ndar, dans toute sa splendeur. Et nous avons vu aussi dans le cadre culinaire
Ndar, ils sont très bien en matière de cuisine. Nous sentons le goût où ils ont imposé leur marque, qui est Ndar, Thiéboudjen Ndar, tout en cherchant que le Thiéboudjen, de manière générale, est devenu un patrimoine historique classé au niveau de l'UNESCO. Mais si nous regardons dans les prérogatives précédents, cela montre que tout est parti de Ndar. Et ils ont montré réellement qu'ils ont la main sur ce terrain-là que nous avons et que nous partageons en commun, qui est le Thiéboudjen. D'accord. Madame la conseillère, nous sommes au niveau nous sommes toujours ici à Ndar. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors des visites sur les sites stratégiques? Tout d'abord, il y a l'amélioration du format technologique. Nous avons vu qu'il y a une forte... Ils ont modernisé les informations historiques. Ils ont modernisé comment dirais-je, les atouts que présente la ville de Saint-Louis. Et aujourd'hui, vous savez, avec l'ère de la technologie, il est extrêmement important, lorsque nous voulons faire une bonne promotion, que tout soit sous l'ère d'éthique. Et cela permet aux touristes et aux personnes qui viennent visiter le pays d'avoir le maximum d'informations, une fois le retour chez eux, qu'ils puissent en expliquer à d'autres. La formation avant de penser à occuper des postes de responsabilité. Monsieur le directeur, mis à part par exemple les femmes et la formation, il y a aussi les jeunes, parce que l'autre jour, durant le panel, on a vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient dans les écoles de formation dans le secteur de l'hôtellerie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez à avoir par exemple des formations pour ces jeunes ou bien faire quelque chose pour ces jeunes? Écoutez, le Sénégal a cette beauté que tout le monde est jeune. On est jeune entre 7 et 77 ans, donc 99% des Sénégalais sont jeunes. Mais pour ce qui représente la rubrique jeune, les jeunes ont cette envie de faire les choses. Les jeunes ont cette énergie positive de pouvoir basculer la chose. Le tourisme a ce qu'il y a de beau, c'est qu'il est porté par une jeunesse active. C'est eux qui vont créer la destination. Une destination, ça se crée. La mise en tourisme d'une destination est créée par des jeunes entrepreneurs qui vont peut-être s'organiser pour créer peut-être cette plus-value pour la destination. Nous, de notre côté, nous invitons les jeunes à venir déjà être dans le dispositif central de la mise en place de produits touristiques qui vont intéresser les nouvelles destinations. Les destinations nouvelles sont des destinations qui offrent une large palette de produits et ces produits sont forcément portés par des jeunes. Le ministre Mambay Kanya étant très jeune, la plupart des directeurs étant très jeunes, donc nous comprenons aisément les préoccupations de la jeune et essayer peut-être de manière collective de trouver des réponses idoines pour ces jeunes. Par exemple, notre prochain programme, c'est un programme d'hackathon. Un hackathon, si vous voulez, c'est une série d'innovations où on invitera les jeunes pour innover sur le tourisme. Si vous avez des questions par rapport à ça, je serais très ravi de vous donner d'amples informations. Est-ce que vous pouvez un peu développer par rapport à ce projet? Parce que l'autre jour, il y avait beaucoup de jeunes qui n'arrivaient pas à comprendre ce projet. Et est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, sur quel site se documenter par rapport à ce projet? Oui, le projet d'hackathon sur le tourisme, un hackathon, c'est un mot très familier dans le jargon digital. C'est une série d'innovations où des jeunes très innovants qui ont peut-être ce génie créateur en eux sont invités par le ministère du Tourisme pour créer des solutions digitales visant à améliorer le smart tourisme du Sénégal, à faire du Sénégal une destination smart touristique. Ce programme va démarrer en début de mois prochain. Le site
Naturellement, le site du ministère sera le réceptacle vraiment de toutes les informations, mais nous créerons en tant que jeunes des pages Instagram dédiées, des pages LinkedIn dédiées et des plateformes spéciales pour postuler, pour peut-être être un peu dans la présélection pour enfin sélectionner. Et ce programme est peut-être mis en place en partenariat avec des services publics de l'État comme la DER, comme le Sénégal numérique et d'autres sponsors comme Microsoft qui ont voulu vraiment accompagner ce programme très ambitieux.